Bonjour, je m'appelle Edwige Chevrillon, je suis journaliste à BFM, BFM TV, BFM Business surtout. Donc j'ai l'occasion souvent de parler d'économie et de politique. Ici, on va essayer de comprendre un peu. On a vu que les politiques économiques étaient sous contrainte. Là, on va essayer de comprendre comment les sociétés européennes se trouvent à l'épreuve de l'Europe. J'ai beaucoup aimé la phrase, en l'occurrence de M. Ito à l'instant, qui disait « Au Japon, les crises sont calmes ». On sait bien que nous, en France, en Italie, en Espagne, en Europe, les crises ne sont pas calmes, mais que pourtant, il y a une situation, Patrick Artus l'a rappelé tout à l'heure, extrêmement difficile avec la violence et la brutalité de cette crise. On va essayer de comprendre d'abord sur le temps des politiques. Est-ce qu'il est compatible justement entre vision court-termiste, vision de long terme? On voit bien que l'articulation est très difficile. Alors, comme vous le savez peut-être, Mario Monti, justement, on est vraiment au cœur du système, a été retenu en Italie. Vous savez qu'il a créé son parti politique et qu'il a, en ce moment, il est dans un bras de fer avec son successeur, que vous connaissez sans doute aussi, Enrico Letta. Et il a donc été obligé de rester en Italie. Mais la personne qui a conduit à ses côtés toute la réforme du ministère du Travail, la réforme des retraites, en l'occurrence, est là, Elsa Fornero. Donc d'abord, merci de l'accueillir parce que... Et en plus, elle s'était rendue célèbre parce que lorsqu'elle présentait son budget d'austérité, c'est elle-même qui le dit, Elsa Fornero, et la réforme des retraites, elle avait pleuré, ça avait fait les images, je ne sais pas si vous en souvenez, tout le monde, dans tous les cas, l'image a tourné sur toutes les télévisions du monde, comme quoi ce n'est pas toujours très facile d'appliquer les mesures d'austérité. À ses côtés, Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. On verra aussi évidemment sur le court terme, long terme, est-ce que c'est facile d'appliquer ça en France? On l'a bien vu que c'était très compliqué. On verra surtout au niveau européen. On va essayer de se projeter un tout petit peu quand même dans l'avenir. On va innover puisque c'est aussi l'un des thèmes de ces rencontres. Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque de France. Alors je crois que de la Banque Centrale Européenne, pardon. Si je parle de la Banque de France, c'est que je crois que vous êtes venu ici il y a 12 ans ou il y a 13 ans. Donc vous battez Christine Lagarde, hein, je crois, Jean-Claude Trichet, en termes de présence ici aux rencontres d'Aix-en-Provence. Ce que je vous propose juste, peut-être Olivier, avant de vous passer la parole, je voudrais une petite question rapide à Elsa Fornero et Pierre Moscovici. Est-ce que le temps des politiques, est-ce qu'il est compatible avec le temps des réformes? Je reprends la phrase que citait à l'instant Christine Lagarde de Jean-Claude Juncker. Lorsqu'on fait ce qu'il faut faire, est-ce qu'on a une chance de se faire réélire? Elsa Fornero, vous êtes bien placée pour répondre à cette question très rapidement. Je devrais parler en français, je suis italienne, mais je m'excuse, je préfère parler, je suis plus fluide en anglais, alors je ne sais pas si je serai pardonnée, mais j'ai promis que si je vous m'invitez l'année prochaine, je parlerai en français. Voilà. I want to congratulate the organizer of this conference because the title and the theme are just the appropriate framework to illustrate the Italian situation of the last 2 years, and I would like to do in my next intervention. And I think Italy was exactly in a situation where we had inconsistencies between 3 different times. It was the rapid or immediate time of financial markets. It was the rather long time of a relative decline of our economy, of our manufacturing, of our real economy, and it was, let's say, the paralysis of politics. So it was like politics, the political time had just stopped to go. So this produced an inconsistency, and that is when Mario Monti government entered and did something. I think it's a positive story, and I want to tell you later. Juste, est-ce que c'est plus facile de faire des réformes lorsqu'on est, entre guillemets, des technocrates ou lorsqu'on est des politiques?
Elsa Fornero, no, pas, no, je in vois this- Pierre in this Moscovici qui me situation- regarde. Non, non, Elsa Fornero. Hein. Up to you. No, you want to answer? It's easier or not? No. In the situation we were, as I said, politics was paralyzed, and it was. I have to say, I have to give tribute to our President of the Republic, President Napolitano, who had the capability to sort out a situation which was very difficult. And I have to say, not only for Italy. You know, there were many economists. Economists have been criticized a lot these days, and probably rightly so. But there were many economists just saying that the chance of euro not to be there any longer within a year span was more than 50%. I can just quote Paul Krugman. So the crisis was there. Pierre Moscovici, juste comment se faire réélire si on fait ce qu'il faut faire? Je connais par cœur cette phrase de Jean-Claude Juncker. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité. L'année prochaine, je parlerai en anglais, mais cette année, je vais me contenter de parler en français. Mais j'ai envie de dire que pour un politique, l'objectif n'est pas d'être battu, même si l'obsession n'est pas d'être réélu. Et vous posiez la question de savoir si des technocrates pouvaient réformer plus facilement que des politiques. En vérité, la situation italienne était une situation unique à un instant donné. C'est en effet parce que le système était bloqué que le président de la République, mon ami Napolitano, avait appelé Mario Monti à un gouvernement, non pas de technocrates, parce qu'on a vu par la suite qu'ils avaient aussi des velléités politiques, mais d'hommes et de femmes qui n'étaient pas à ce moment-là des élus. Mais cette situation, dans nos économies développées, dans nos grands systèmes et en Europe, est une situation exceptionnelle. En général, ce sont des politiques. Et de ce point de vue-là, je veux le dire, moi, je revendique la noblesse du politique. J'entends bien qu'on puisse ici se moquer, critiquer. Critiquer, d'ailleurs, c'est l'essence même de la démocratie. Mais il n'y a rien de plus difficile que de faire de la politique. Et de ce point de vue-là, le fait de chercher à réconcilier le temps court, qui est le temps des urgences, le temps long, qui est le temps où les réformes produisent leurs effets, et le temps démocratique, qui est scandé par les consultations électorales, je pense que c'est une fierté. Et entre nous, faire en sorte que l'adhésion démocratique soit au rendez-vous n'est pas une mauvaise chose. Je vais citer quelqu'un que j'aime bien, quelqu'un qu'on aime bien, ici ou ailleurs, José Manuel Barroso. Vous voyez, je suis dans un esprit vraiment d'ouverture. Et ce sera ma dernière phrase là-dessus. Il disait, pour réussir une politique, elle ne doit pas seulement être bien conçue, elle doit bénéficier aussi d'un minimum de soutien politique et social. Tout le monde devrait y penser, même lui. Bon. Je vois que le débat est lancé. On va peut-être accélérer. Jean-Claude Trichet, j'avais une question pour vous. Je vous la poserai peut-être juste après l'intervention, puisque Pierre Moscovici a déjà un peu planté le décor. Olivier Pastré, vous avez essayé de regarder un peu justement comment l'Europe pouvait redevenir le centre du monde, un peu de prospective. Ça va nous faire du bien, j'ai l'impression. Olivier, je vous passe la parole. Oui, merci. J'ai parié un magnum de Coca-Cola avec Jean-Claude que je tiendrai en 2 minutes et demie, donc je vais essayer de respecter. Je vous demande tous de fermer les yeux pendant 2 secondes. C'est pas... Et sur la table, là aussi, Jean-Claude, Elsa, Pierre, 2 secondes. Non. Alors, première remarque, le cercle des économistes est le seul think tank qui arrive à faire baisser les yeux à un ministre de l'économie et des finances. Bon. Vous avez fermé les yeux. Nous sommes le 5 juillet 2025. En cette fraîche matinée, Thomas Hollande, qui est président de la République, et Dieter Venthes, qui est le gendre d'Angela Merkel, qui est chancelier, sont fiers d'eux et devant les caméras reproduisent main dans la main le geste hautement symbolique qu'avaient fait, il y a 41 ans exactement, en 1984, François Mitterrand et Helmut Kohl. Ils peuvent être fiers car ce sont eux qui ont convaincu leurs électorats respectifs d'opérer en 2021 la fusion de leurs 2 pays, donnant ainsi naissance à la 3e puissance mondiale, solidement campée sur les bases d'une croissance annuelle du PIB supérieure à 3,5%. Le Parlement siège à Paris, le gouvernement à Francfort, Thomas préside, éditeur gouverne. Le résultat... Non, attendez.
Non, déconnez pas, sinon je perds mon pari. Hein. Le résultat, un bloc démographique fort de 145 millions de personnes, un PNB de 6 000 milliards d'euros, une balance commerciale en excédent de plus de 100 milliards d'euros et un taux de chômage ramené à moins de 5%. Voilà. Tout ça dans une économie mondiale qui, à partir de 2017, a retrouvé un rythme de croissance supérieur à 4%, avec trois ressorts à cette croissance. D'abord, la prise de conscience du caractère fondamentalement procyclique des réglementations. Et donc, on a changé les réglementations. Xavier Spitz, qui est le fils de Bernard, a fait Solvency III. Et Éric Noyer, qui est le fils de Christian, a fait BAL 4. Et donc, ça va mieux. Deuxième ressort, à partir de 2016, un immense programme d'investissement public, de recherche et développement décidé par le G20. Troisième ressort, la montée en puissance de ce qu'on appelle les Next 13, c'est-à-dire les pays émergents au-delà des BRICS. Je ne vous livre pas la liste de ces 13 pays qui vont tirer la croissance, mais il y en a un certain nombre qui viennent d'Afrique, ce qui rend extrêmement heureux Frédéric Jacquet, qui est le fils de Pierre, et qui a épousé Louise Zinsou. Et les rêves de Lionel sont enfin réalisés. Alors revenons en Europe. L'Espagne et l'Italie, en Italie grâce à Elsa, se sont réindustrialisées et s'agit budgétairement. Évidemment, l'Angleterre a quitté le navire européen, ce qui est une bonne chose, et l'Europe. Mais c'est des faits, c'est pas. L'Europe a une discipline budgétaire et des programmes d'investissement d'avenir. Technogène Artus, qui est le fils de Patrick, a émis les premiers eurobonds. On a une véritable politique industrielle dans 3 secteurs, les technologies de l'information et de la communication, les infrastructures et l'énergie, mises en œuvre par Benjamin Chevalier, le fils de Jean-Marie. Et en France, on a appliqué la LOLF. Alors je dis ça, les traducteurs, paniquez pas. Pour les participants étrangers, la LOLF, c'est un truc à nous, c'est l'exception française, qui est simplement le principe d'appliquer le système budgétaire de manière normale. Donc Et donc, grâce à ça, on a une baisse des prélèvements obligatoires, une vraie politique de formation professionnelle, une vraie politique d'immigration choisie, et grâce à ça, la France est redevenue la première destination européenne pour les IDE, ce qui rend extrêmement heureux Arthur Sylvestre, le fils de Jean-Marc. Alors, évidemment, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, il y a eu des poussées de populistes, des jacqueries. Un certain nombre de grands groupes européens sont passés sous contrôle étranger. Donc la Société Générale, qui est maintenant dirigée par Arnaud Jacquia, le neveu de Bertrand, est indienne. Et Fiat, je suis désolé Elsa, et Fiat est chinoise. Mais malgré ça, les réformes structurelles ont été menées dans une grande continuité. Il y a eu le premier quinquennat de François Hollande, le deuxième quinquennat avec Pierre comme Premier ministre. Et puis ensuite, on a eu Valérie Pécresse, présidente, qui a comme principale qualité d'être la fille de Dominique Roux, membre du Cercle. C'est pour ça qu'elle a été élue. Et après, on est revenu à Thomas Hollande. Et Thomas Hollande, après la cérémonie avec son copain Dieter, s'est envolé pour inaugurer les 26e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors, là, aujourd'hui, si vous avez bien fermé les yeux, le Cercle est co-dirigé par Clara Pisani-Ferry, la fille de Jean, et évidemment Mathilde Lorenzi. Toutes deux ont lancé une OPA réussie sur le forum de Davos, et donc il fait beau, tout va bien. Voilà, c'est presque... Non. Ah, là, les 2 minutes 30, elles sont passées. Mais attends, arrête. Bon, franchement, j'ai perdu une bouteille de coca, c'est quand même pas dramatique. De champagne avec Jean-Claude Trichet. Juste un mot sur les jeunes et sur le jeunisme. Ça fait 2 jours qu'on fait dans le jeunisme, c'est-à-dire que les jeunes, c'est l'avenir du monde, machin truc. Je voudrais juste dire aux jeunes qui sont dans la salle, il doit y en avoir 2 ou 3, que les vieux, c'est quand même aussi relativement utile. Il ne faut pas les enterrer tout de suite. Pour une bonne raison, c'est qu'à partir si on est arrivé en 2025 au résultat que j'ai décrit, c'est parce qu'à partir des 13e rencontres d'Aix-en-Provence, les vieux ont compris, ils ont fait les réformes, ils ont su réagir. Merci à eux.
vous avez dit un petit peu de prospective allait nous faire du bien, mais difficile un peu de revenir à la réalité peut-être d'aujourd'hui. J'ai passé la parole tout de suite à Jean-Claude Trichet. Jean-Claude Trichet, quand on va essayer de comprendre si justement les sociétés françaises, italiennes, espagnoles, européennes, comment elles peuvent être à l'épreuve de cette crise, et surtout à l'épreuve de l'Europe qui parfois semble bien loin. Et peut-être d'abord une question un peu conjoncturelle. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans une période encore plus difficile, ou du moins avec un automne qui s'annonce très difficile sur le plan des marchés, avec, Christine Lagarde l'a rappelé tout à l'heure, la différence de politique entre la politique de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que ça peut créer des distorsions? Et puis surtout, est-ce qu'il y a de nouveau un risque qui pèse sur l'Europe? Jean-Claude Trichet, c'est à vous. Là j'ai 1 minute et demie ou 1 minute et pas 6 minutes, hein, c'est bien ça. Ah non, vous me donnez 6 minutes. Bon. Alors, c'est parfait. Merci infiniment. Premièrement, j'ai gagné mon pari. Et non seulement ça, mais si j'ai bien compris, tu as transformé le pastis en Cuba Libre, ce que j'apprécie beaucoup. Deuxièmement, j'adore revenir, quand je suis invité au Cercle des économistes, parce qu'on y pense. Et ça me rappelle ce que Bertrand Russell avait l'habitude de dire. Il disait « Most people, an overwhelming majority of people would prefer to die rather than to think. » And then he was stopping a little bit, and after meditation, he concluded, and indeed, it is what they do. Donc, dans le temps très, très concis, et vous avez 1000 fois raison qui nous est donné, un mot sur le contexte mondial, un mot sur les défis particuliers que l'Europe doit relever, et un mot sur ce que j'appellerais la légitimité démocratique nécessaire de ce qui est en train de se construire. Donc, j'empiète peut-être un peu sur votre propre terrain, Pierre, mais je suis très, très convaincu. Contexte mondial. Simplement pour dire, nous sommes en crise d'adaptation permanente dans ma lecture de ce qui se passe dans le monde depuis le premier choc pétrolier et plus particulièrement depuis l'explosion de la crise de l'Amérique latine au début des années 80. Et ensuite, j'ai vu se succéder une série de crises d'adaptation structurelle absolument majeures qui ont frappé tous les continents, tous les groupes de pays, y compris, bien entendu, l'Union soviétique et la Chine, conduite à transformer totalement son économie. Et l'idée s'était accréditée, idée complètement fausse, que les pays avancés étaient préservés. Et on a vu, depuis 2007, que c'était le tour des pays avancés. Les pays avancés ont connu 3 épisodes, connaissent 3 épisodes de crise, la crise des subprimes jusqu'à Lehman Brothers, une crise absolument dramatique dont aujourd'hui encore on sous-estime complètement l'importance, qui est la menace grave et immédiate d'effondrement complet du système financier et par voie de conséquence la menace d'une grande dépression qui, dans mon analyse, eût été pire que celle de 1929, tellement la rapidité de la diffusion de la contagion était grande. Et nous sommes, depuis fin 2009, début 2010, dans le 3e épisode de la crise des risques souverains. La grande différence, c'est que les 2 premiers épisodes avaient un épicentre aux États-Unis et que maintenant l'épicentre est en Europe. Le meilleur résumé que je peux donner, c'est Ben Bernanke me disant, début 2010, en pointant son doigt sur moi, « Now, Jean-Claude, it's your turn ». Parce qu'il avait eu le sentiment de porter, ce qui était vrai, le poids de l'épicentre de la crise jusqu'au début 2010. Et là, alors, en effet, nous avons tous les risques, toutes les difficultés propres à l'Europe. C'est-à-dire toutes les difficultés qu'ont les grands pays avancés, plus le problème particulier que ces difficultés s'appliquent à un ensemble de pays qui ont une ambition historique extraordinaire, une ambition historique qui n'a jamais été observée dans le passé de l'histoire humaine. Et donc, ceci est d'une importance remarquable, si je puis dire. Alors, sur le temps des banques centrales, court terme, long terme, bien entendu, l'articulation entre le court terme et le long terme est une spécificité propre aux banques centrales qui doivent réfléchir à l'impact de ce qu'elles font à 30 ans, à 50 ans, et pas simplement d'ailleurs à 10 ans, tout en étant en première ligne sur les crises de liquidité.
La résilience du système financier, je n'insiste pas, c'est un problème général. Comment arriver à rendre le système beaucoup plus solide, tout en sachant qu'il ne faut pas, évidemment, avoir un deleveraging qui serait totalement tragique et nous plongerait, effectivement, comme Adair l'a dit, dans une grande dépression. Politique budgétaire, court terme, long terme, je n'insiste pas. Mais le problème principal que je vois pour l'Europe, c'est que nous avons, dans la crise, et de manière d'ailleurs assez remarquable, à travers des décisions prises par 17 démocraties, que je crois toutes exemplaires, nous avons réussi à faire d'immenses pas en avant. Le semestre européen dont parlait Olli Rehn, le renforcement du pacte de stabilité et de croissance. J'ai été ici moi-même un avocat du pacte de stabilité et de croissance, même à des moments où même la France et l'Allemagne étaient contre et essayaient de le démolir. Nous avons maintenant le nouveau pilier de surveillance des déséquilibres macroéconomiques, dans le jargon horrible de l'Europe, le MIP, qui est aussi important que le SGP. Surveiller les évolutions de coûts unitaires de production, les indicateurs de compétitivité dans l'ensemble des pays européens de la zone euro est absolument essentiel. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, les pays européens doivent suivre maintenant des stratégies de stabilité compétitive pour éviter de se trouver dans la situation de certains pays qui avaient laissé leurs évolutions nominales galoper de plus de 100% quand la moyenne était à plus 35%. Je n'insiste pas, mais j'ai donné au ministre des Finances tous les mois les chiffres qui illustraient ces dérapages non contrôlés. Ceci dit, nous avons donc renforcé de facto considérablement l'union politique, avec le semestre européen, avec l'union bancaire qui se fait, avec le renforcement du pacte de stabilité et de croissance et le renforcement et la création ex nihilo de la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Il n'y a pas, me semble-t-il, l'équivalent en légitimité démocratique. Et c'est la raison pour laquelle je crois vraiment que le temps est venu de donner certainement beaucoup plus d'importance et de capacité d'influence et de décision au Parlement européen. J'ai fait moi-même des propositions en ce sens. Je crois que c'est décisif parce que l'Europe est critiquée, me semble-t-il, essentiellement parce qu'on ne la sent pas comme une institution réellement démocratique. On va avoir des élections européennes l'année prochaine. Je crois que le temps est vraiment venu d'aller vers plus de démocratie européenne dans des conditions qui sont nécessairement assez complexes, avec un lien certainement avec les parlements nationaux. C'est peut-être un peu étonnant qu'un banquier central fasse l'éloge du Parlement européen, mais je dois vous dire que dans la crise, l'endroit où le cœur de l'Europe battait vraiment très fort, à part la Commission bien entendu qui était en première ligne, c'était le Parlement européen, c'était très impressionnant. Maintenant, laissez-moi donner en conclusion deux chiffres qui vont, je vois que presque tout le monde est assis, donc restez bien assis. Création d'emplois dans la zone euro et aux États-Unis depuis la création de l'euro. Je vous donne des chiffres pour que vous puissiez les vérifier. De 1999, donc au dernier trimestre de l'année dernière, je n'ai pas de chiffres plus récents fiables, nous avons 13 759 000 emplois créés dans la zone euro. Et nous avons 11 827 000 emplois créés aux États-Unis d'Amérique. Net. Merci Jean-Claude Trichet. Ce n'est pas pour dire qu'il faut être complaisant. Nous avons des problèmes de chômage qui sont absolument inadmissibles et dramatiques. Mais ne pratiquons pas en permanence le euro-bashing, parce qu'il n'est pas justifié. Tous les pays avancés ont de très, très gros problèmes à résoudre. Merci beaucoup. Le thème de cette table ronde, c'est les sociétés européennes à l'épreuve de l'Europe. J'ai envie de dire, Pierre Moscovici, comment l'Europe peut aider les sociétés françaises, sociétés européennes, justement, à se sortir de ces épreuves. La parole est à vous. Bien, je suis dans une situation un peu singulière parce que je n'appartiens pas à un gouvernement de technocrates. Je ne suis pas un homme politique aujourd'hui dans l'opposition. Et puis j'ai bien compris ce que tu disais. Il fallait l'héritage comme substitut à la démocratie. Je suis simplement le ministre en exercice d'un pays qui se bat dans la crise. Moi, ce qui me frappe quand je regarde l'Union européenne, je la regarde maintenant comme acteur, j'ai déjà exercé de nombreuses fonctions en son sein, j'étais ministre des Affaires européennes,
parlementaire européen, et je pense, comme Jean-Claude Trichet, je y reviendrai, qu'il faut réhabiliter son rôle, ou plutôt tenir compte de la croissance de son rôle dans la mécanique européenne. Aujourd'hui, je siège à l'Eurogroupe, cette réunion de 17 ministres de l'économie et des finances qui a géré pour l'essentiel des programmes extrêmement compliqués, avec le Fonds monétaire international, avec la Banque centrale européenne et au Conseil ECOFIN. C'est tout de même que notre Europe, puisqu'on parle temps long, temps court, temps du politique et temps économique, est dans une situation de potentielle déstabilisation qui doit quand même nous interpeller tous et nous inquiéter tous. Alors il y a bien sûr la déstabilisation économique, je ne vais pas ajouter à ce qu'a dit Jean-Claude Trichet, mais il y a aussi une déstabilisation politique. Je le dis avec inquiétude, l'inquiétude d'un Européen. Le rapport des opinions publiques à l'Europe me fait peur aujourd'hui. On voit bien qu'une certaine forme, disons, d'austérité, tout est à définir, mais c'est un langage qui est assez courant, crée dans beaucoup de pays. On peut penser à la Grèce, on peut penser à la Hongrie qui est extérieure à la zone euro, on peut penser à la France, une tentation populiste, et que cette tentation populiste elle-même bouscule les institutions. Et tant que l'Europe apparaîtra comme une punition, une contrainte, une potion, quelque chose de dur, tant qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, alors à ce moment-là, en effet, les peuples auront tendance à se retourner contre l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être, nous les politiques, quelles que soient encore une fois nos situations pour le coup, des créateurs d'espoir, de perspectives. Ne pas laisser l'Europe s'enfoncer dans le rejet, avec le sentiment justement qu'elle est extérieure, qu'elle est technocratique précisément, qu'elle ne tient pas compte des aspirations du moment. Mais ça passe par quoi? Alors ça passe par quoi? D'abord par le constat que s'agissant de la zone euro, et je m'en réjouis, il me semble que la menace a changé de nature, que les efforts qui ont été faits ces dernières années, alors on parle temps court, temps long, moi j'étais très frappé par le fait que la zone euro a semblé subir le temps, que nous n'avons pas la maîtrise du temps. Les sommets de la dernière chance se sont multipliés. Les négociations auxquelles je peux participer avec Christine Lagarde sont des négociations qui sont plus qu'irritantes, parce que nous passons des nuits à décider de sujets qui ont été mal préparés pour prendre des décisions qui, au final, doivent être revues. Mais tout de même, il me semble que l'euro a trouvé la stabilité financière. Et donc, aujourd'hui, la menace, c'est le déficit de croissance. Et la priorité, ça doit être la croissance. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a un début de prise de conscience qui doit beaucoup, en effet, aux travaux du Fonds monétaire international, qui doit aussi à une pression extérieure, qui est celle des États-Unis, qui doit à la réflexion de la Commission européenne, notamment au l'IREN, qui fait qu'on est en train de changer. Et je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de ça, de paradigme. Et rompre, ou plutôt pas rompre, mais mettre au second plan ce que j'appellerais le nominalisme. C'est-à-dire cet amour excessif de cibles qu'il faut atteindre à un instant donné, dans des conditions données, et quelles que soient les circonstances. Et de ce point de vue-là, le fait qu'on mette en avant désormais la résorption des déficits structurels, qu'on exige de tous les pays, et la France n'y fait pas exception, des réformes structurelles qui peuvent être difficiles, qui ne sont pas prises dans le zigzag ou dans le déni, mais qui exigent aussi de tenir compte des structures du pays, de sa sociologie, de sa psychologie, parce que ça existe également, tout ça on ne peut pas le négliger. Eh bien, c'est cette voie-là qu'il faut emprunter très clairement. Et se donner pour cela le temps nécessaire. Moi, je suis très reconnaissant à la Commission européenne de nous avoir donné, à nous la France, 2 ans pour parvenir en deçà de 3%. Tout simplement parce qu'elle a eu l'intelligence de comprendre qu'il ne fallait pas casser la croissance française. À l'inverse, pour le pays, ça veut dire ne pas laisser filer ce temps et agir suffisamment vite et suffisamment fort pour qu'au final, on parvienne à remplir ces objectifs. Mais est-ce que c'est possible, c'est ça, avec cette crainte de déstabilisation, comme vous l'avez dit, Pierre Moscovici, est-ce que vous pensez que la société française est capable de tenir, de supporter ces chocs? Oui, je pense. La démocratie n'est jamais une contrainte, c'est un choix que beaucoup nous envient encore. Elle est fragile, on peut voir ce qui se passe pas loin de chez nous, l'avenir des printemps arabes ou leur présent, la situation en Égypte par exemple.
Et il faut en tenir compte, il ne faut pas l'ignorer, il faut réussir justement à marier ces deux temps, le temps des urgences, mais aussi le temps du politique, et le temps des effets, encore une fois, des réformes, qui est un temps encore plus long. Mais ce sont ces deux choses qu'il faut sans arrêt associer dans une tension qui doit être créatrice. Sur l'Europe, je voudrais ajouter deux choses. La première, c'est qu'il est très important que l'Europe elle-même se réforme. C'est-à-dire, je voudrais souligner la très grande importance des travaux sur l'union bancaire. C'est un sujet qui paraît un sujet technique, mais qui est en réalité un sujet éminemment politique. Si on veut lutter contre la fragmentation financière, permettre que les canaux de transmission de la politique monétaire soient plus efficaces, faire en sorte que le financement même des PME en bénéficie, là, c'est un chantier de moyen terme, mais qui est un chantier qui doit avancer très vite. Il y a un an, on en parlait peu. Aujourd'hui, on a posé des fondements, la supervision bancaire, la directive résolution qui a été adoptée lors du dernier Conseil ECOFIN, la possibilité de recapitaliser de façon directe les banques pour éviter des crises qui pourraient se reproduire. Il y a comme ça toute une série de réformes structurelles qui sont de l'Union elle-même. Et enfin, dernier point, je pense qu'il faudra changer la gouvernance de l'Europe, à commencer par la zone euro. Et là-dessus, je voudrais faire quelques réflexions. La première, ce n'est pas une réforme de gouvernance. Dès lors qu'il y a une zone euro, et pour moi elle doit être le fer de lance de la construction européenne, il est nécessaire qu'elle ait un budget pour elle-même, qui soit un budget en partie contracyclique, par exemple pour assurer un seuil minimal d'assurance chômage, et il faut aussi qu'elle soit plus lisible elle-même, qu'on ne voit pas comme ça 17 ministres qui se réunissent la nuit. Donc il avec faut d'autres. un ministre. Alors je pense qu'il faut, moi je l'appelle comme ça, un ministre des Finances de la zone euro. On peut l'appeler un président permanent de l'Eurogroupe, c'est-à-dire qu'il ne soit pas en même temps un ministre des Finances qui a un certain temps devant lui, mais moi je l'appelle un ministre des Finances. Il me semble que c'est plus clair, plus visible. Quelle échéance ? Il me semble qu'il faut profiter du fait que l'an prochain, nous avons un renouvellement des institutions européennes, renouvellement du Parlement européen, renouvellement de la Commission européenne. La question qui se pose, c'est de savoir si ce ministre des Finances de la zone euro doit être uniquement le président de l'Eurogroupe ou s'il doit être aussi le commissaire chargé des affaires économiques. Ce sont deux modèles. À titre personnel, j'ai plutôt une sympathie pour le second, parce que je pense que ça crée une synergie forte, mais voilà une proposition que je fais. Enfin, j'en fais une dernière. Le Parlement européen, il a pris une importance considérable. Moi, j'y ai siégé la première fois en 1994. C'était un forum entouré de lobbies. Puis j'y suis revenu en 2004. C'était devenu un vrai Parlement. En 2014, il est encore plus un vrai Parlement. Il a barre sur la Commission. Il a un pouvoir de contrôle, il a un pouvoir de co-législation. Il n'est pas logique que dès lors que nous avons la zone euro comme instance exécutive, nous n'ayons pas au sein du Parlement européen une chambre de la zone euro. Je ne dis pas un Parlement européen, un Parlement de la zone euro distinct du Parlement européen, mais à l'intérieur du Parlement européen, une instance, une commission, un comité, une chambre qui puisse légiférer sur les affaires qui sont d'intérêt commun à la zone euro. Vous voyez qu'on a beaucoup à faire, mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment la grande tâche des politiques d'aujourd'hui, faire en sorte de réconcilier nos concitoyens avec la construction européenne. Merci beaucoup, Pierre Moscovici. Elsa Fornero, est-ce que déjà vous voyez beaucoup de points de divergence avec Pierre Moscovici ? Est-ce que, par exemple, sur la nomination effectivement d'un ministre des Affaires économiques, c'est une position que l'Italie pourrait accepter ? Comment est-ce que vous voyez en plus, vous, justement, cette gouvernance économique de l'Europe pour aider les sociétés européennes à traverser cette crise ? Well, I would like to say some word of caution with respect to what we call reforms. There is this outcry for reforms everywhere, at the European level particularly, but then I think there are a few misunderstandings with respect to what, for example, single countries can achieve. And I go back to the Italian experience recently because I think it's quite illustrative. There is inertia in the way, for example, there are repetitions of asking for reforms. Reforms have been done, but they are very slowly recognized. I mean, and this lack of recognition creates problem.
create problem exactly at the democratic level, because you do a reform, is a severe reform, people somehow understand that it's important for the country. It's important for the country to continue to be in Euro and within Europe, in the Euro area, with the Euro. But then, again, there are requests from the European Commission, and people don't understand why we have done reform. What does this mean, this continue request for new reforms? Haven't we been good enough in our sacrifices? Then, so there is the question of the endorsement of reforms by people. Again, this is another democratic feature, because you do a reform, it's a law, but it can stay there. It can, if it's not endorsed and properly understood by people. I can again go back to the pension reform in Italy. The pension reform has been interpreted, notwithstanding all my efforts to explain differently, but has been understood exactly and just in terms of austerity measures, which is not. It is an international rebalancing of generation relationship, because we all know there was a too high burden on the young generations, and we all say this repeatedly. But then when you do a reform, people say, okay, but you are cutting my rights, because they interpret things in terms of acquired rights more than in terms of intergenerational relationship. So this is another very important issue in terms of democratic endorsement of change processes, which we need to get there to the situation which Olivier described before. In any case, it's difficult to explain and to have people endorse the reform. There is another aspect which I do want to consider, which is social cohesion. For example, we have done reforms, and well, we should appreciate, and I personally do, it is, again, a recognition to the Italian people that our reforms, very severe reforms, I repeat, have been accepted with a high degree of social cohesion. People are not happy. They are against these austerity measures, but they somehow accept. And you know why? Mainly in the name of Europe. Europe is a sentiment in Italy. Italian people believe that they pertain to Europe. And it's not really a theory. It's a sentiment that people have. And we have to stress this, and we have to work on this. And I do not believe that there are political forces in Italy today that are serious in saying that we should abandon the euro and we should try our own way. Then there is the problem of sequences. We have done the reforms. You asked before whether a technocratic government is better. I don't know. But I have to say that we were asked exactly to enact those severe reforms that politicians in Italy did not want to. They knew they were necessary, but they did not want. So it was, okay, you come, you do the dirty job, and then you leave. And this we have done. And this... And yes, I want to finish by saying that a couple of weeks ago, the procedure for excessive deficit with respect to Italy has been closed. This is a relief. This is not a complete change of scenario, but it's a relief. It means that austerity is starting to pay. And it means that now politicians, if they are credible and if they are capable of designing
scenarios for the future, which somehow I doubt, I may say. Anyway, if they are capable of doing this, I was talking of Italian politics. Are you sure? I am a guest here, and I've been treated in a wonderful way. It's a beautiful country. Merci beaucoup. Voilà. So. Bravo. Il nous reste malheureusement très très peu de temps, comme toujours ici. C'est toujours un peu frustrant, mais voilà, c'est la règle du jeu. Peut-être juste, est-ce que sur le doute peut-être d'Elsa Fornero sur la capacité à faire des réformes, un petit mot, Pierre Moscovici, Jean-Claude Trichet, et puis Olivier, et après, terminé. Mais je comprends le doute, encore une fois, c'est l'essence même de la démocratie. Et puis, c'est aussi l'attente des Français d'avoir des résultats, des Français, des Européens en général. Mais puisque je suis ici au Cercle des économistes, je sens là, dans l'atmosphère, quelque chose qui ressemble à, non pas de la défiance, mais peut-être de la moquerie à l'égard des politiques. On n'a pas besoin d'avoir ce genre de rapport entre nous. Je le dis, non, je le crois. Chacun est à sa place. Nous vous écoutons. Si. Non, je vous écoute avec intérêt. Je pense que vous avez tort, en réalité. Parce que si, nous ne faisons pas le même métier, encore une fois. Et la politique, c'est un métier extrêmement noble, extrêmement difficile, qui a besoin de l'expertise. Mais nous n'avons pas, comme ça, à nous défier les uns des autres. Christian, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui... En tous les cas, vous avez raison, sans politique, on ne ferait pas grand-chose, Pierre Moscovici. Jean-Claude Trichet, un mot peut-être, et après on arrête là. Non, je dirais simplement que dans tous les pays avancés, le problème principal est que les peuples, dans la quasi-totalité, les peuples eux-mêmes sont très short-termistes. Ils demandent des résultats extrêmement rapides, sans voir les perspectives qui sont beaucoup moins roses à moyen et long terme. Et ceci me frappe beaucoup parce que la vraie compétition maintenant entre nations et entre économies, c'est la lucidité de la large opinion publique. Une large opinion publique lucide donne un avantage considérable à l'économie concernée et à la nation concernée. Et donc les hommes politiques sont forcément le reflet finalement de la lucidité stratégique de leur propre opinion. Parce que, comme le disait Pierre Moscovici, le but n'est quand même pas de ne pas se faire réélire. Et donc, le sentiment populaire, comme il est bien normal, dans une démocratie, est décisif. Et de ce point de vue, je vois d'énormes différences en lucidité stratégique entre les différents pays européens que j'avais comme on pouvait les observer les uns et les autres. Donc, cercle des économistes encore plus important, naturellement, à l'avenir que dans le passé. Voilà. La synthèse, j'ai promis une synthèse en une phrase, on a été très bon. Et merci aux politiques.